Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Club CEDEAO. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon d'histoire qui a pour titre Les mutations contemporaines de la civilisation négro-africaine. Cette leçon se fera en deux parties. La première sera consacrée à l'analyse des grands traits caractéristiques de la civilisation négro-africaine. La deuxième partie va porter sur les mutations socio-économiques et culturelles qui vont intervenir en Afrique noire à la faveur de la colonisation. Ainsi, dans cette première vidéo, nous allons définir et localiser la civilisation négro-africaine, identifier les fondements de cette civilisation dans la période précoloniale à travers ses structures étatiques, ses organisations sociales, économiques, religieuses et culturelles. Sans plus tarder, abordons la première partie, à savoir les grands traits de la civilisation négro-africaine précoloniale. Présentons d'abord les entités territoriales politiquement très structurées. Et dans un premier point, voyons les sociétés étatiques, c'est-à-dire les empires et les royaumes. Ils englobent des territoires plus vastes et des populations plus nombreuses. Nous pouvons citer l'empire du Ghana, l'empire du Mali, le royaume Mossi, le royaume Ashanti, le royaume du Dahomey, etc. L'empereur ou le roi est un personnage sacré, un être divin qu'il est parfois interdit de voir. On lui attribue des pouvoirs surnaturels. Nous pouvons citer en exemple l'empereur du Mali, le Massa, le roi Ashanti, qu'on appelle l'Ashanti-Aîné, le roi Mossi, le Mogo Naba, etc. Certaines entités étatiques sont fondées sur des principes religieux, notamment islamiques. Ce sont des États théocratiques où le pouvoir est exercé au nom de Dieu. On les appelle des sultanats ou des émirats, à l'image de l'émirat de Kano. L'émir ou le sultan vient souvent de l'ethnie conquérante convertie à l'islam. Après les sociétés étatiques, voyons maintenant les sociétés non étatiques. Il s'agit des chefferies qui sont des entités territoriales de moindre dimension que les empires et les royaumes. Elles se sont construites généralement sur la base des lignages, des tribus ou clans et des villages. Le chef peut être l'un des bâtisseurs du village ou un de ses successeurs. Il peut être aussi désigné en remplissant des critères, l'âge, la sagesse, l'équité, la force, la richesse, etc. Certaines sociétés sont réparties en classes d'âge. Le pouvoir est rotatif et limité dans le temps. Chaque classe d'âge a sa période d'exercice du pouvoir. C'est une forme très évoluée de la démocratie. Nous avons en exemple les peuples lagunaires de la Côte d'Ivoire. Rappelons que dans les sociétés non étatiques comme étatiques, il existe des éléments démocratiques qui permettent de limiter ou tempérer le pouvoir absolu des souverains et chefs. Nous pouvons citer entre autres le conseil politique ou l'arbre à palabres. C'est là que sont examinés les problèmes collectifs et où les populations peuvent participer à la discussion. Ces palabres limitent donc le pouvoir central. Les griots, ils sont nombreux dans les pays africains de civilisation musulmane. Ils chantent certes les noms des personnages importants, mais ils peuvent aussi les défaire. Ils ont donc un pouvoir redoutable et ils sont souvent craints par l'autorité politique. Nous pouvons citer aussi les maîtres de terre qui sont des descendants des anciennes populations locales soumises par les ancêtres de la dynastie dominante. Ils sont chargés de la protection et de la prospérité de la communauté. Ils parviennent ainsi à imposer leur volonté aux chefs politiques. Nous pouvons enfin évoquer les alliances interethniques. Elles sont sacrées. Leur but est de renforcer l'harmonie, la symbiose entre les différents peuples et surtout endiguer les guerres. Nous allons maintenant analyser la vie sociale de l'Afrique noire précoloniale qui était très communautaire. Voyons avant tout ce que révèle la notion de la famille dans les sociétés africaines. Elle se compose d'un grand nombre de personnes venant d'un même ancêtre. À l'intérieur de cette grande famille, il existe des familles restreintes, familles ménages ou familles foyers. Ces petites familles sont différentes de la famille en Occident car elles sont souvent composées d'un mari, de plusieurs épouses et de nombreux enfants et plusieurs autres proches parents. Après la notion de la famille, nous allons maintenant voir les normes sociales. Plusieurs normes et règles sociales régissaient les communautés traditionnelles africaines. Nous avons d'abord la solidarité.
L'appartenance à une même parenté crée un lien profond de solidarité entre les membres. L'aide est apportée aux parents proches ou lointains. Les biens appartiennent à la communauté. La solidarité, le partage et l'entraide sont sacrés, très pratiques au quotidien. La gestion des descendants est lignagère dans les sociétés traditionnelles africaines. La prise en charge des enfants n'était pas l'apanage exclusif des parents biologiques. La famille au sens large, les grands-parents, oncles et tantes, autres membres du lignage, ont coutume d'y contribuer par le système du confiage des enfants. Cette pratique permet non seulement de répartir la charge démographique des descendants d'un lignage, mais elle atténue la personnalisation des relations des parents biologiques avec leurs enfants et renforce la conscience communautaire chez les individus. Une autre norme sociale, c'est la hiérarchie. Les relations entre individus sont très hiérarchisées. Par exemple, l'aîné est supérieur au cadet et l'homme à la femme. Nous avons aussi le savoir. Les sociétés africaines sont en général basées sur la gérontocratie. La sagesse, le savoir et l'autorité appartiennent aux plus anciens. L'expérience et la connaissance sont acquises à travers les rites d'initiation, des mises à l'épreuve qui forgent le caractère, le courage et la personnalité de l'individu. Nous avons aussi le mariage. Le mariage n'est pas forcément l'union de deux personnes, mais avant tout l'union de deux grandes familles. En règle générale, le jeune ne choisit pas lui-même sa fiancée, car celle-ci peut être désignée dès sa naissance par le chef de famille. Le jeune homme doit donc faire une prestation matrimoniale à travers la dot aux parents de sa fiancée en nature ou en espèces. Cela limite les divorces car la famille de la fiancée est tenue de rembourser la prestation. La polygamie est une pratique courante. Sa justification est d'ordre économique, social ou religieux. Il y a aussi le mode de succession. Il varie selon l'appartenance à un groupe patrilinéaire ou matrilinéaire. Par exemple, chez certains peuples à Caen, en Côte d'Ivoire, la femme est l'élément central du pouvoir royal, symbole de la stabilité du foyer familial et garante du mode de succession matrilinéaire. Les enfants des sœurs sont par conséquent les héritiers de droit de leurs oncles maternels. Ce principe est valable aussi bien dans l'héritage des biens que dans la transmission du pouvoir monarchique. Après la vie sociale, évoquons maintenant l'économie de subsistance très diversifiée et présentons d'abord les activités du secteur primaire. Les activités économiques en Afrique noire comprenaient la cueillette, l'agriculture, l'élevage, la chasse, la pêche, la récolte de sel, l'exploitation des gisements d'or, de fer, etc. La cueillette était une activité quasi générale. Elle se concentrait entre autres sur la récolte des noix de coula, dont les arbres poussaient à l'état sauvage dans les régions forestières, et sur la noix de karité dans les zones de savane. L'agriculture est la base de l'économie traditionnelle. C'était une agriculture de subsistance, c'est-à-dire tournée vers la satisfaction des besoins familiaux. Les surfaces exploitées et la terre appartiennent en général à la collectivité villageoise. Cette agriculture utilisait des méthodes et techniques agricoles traditionnelles. La culture itinérante sur brûlis, la polyculture extensive, la jachère, le butage des parcelles, l'utilisation d'engrais biologiques, etc. Aussi, les rendements étaient très faibles. L'élevage était bien pratiqué dans toutes les régions, particulièrement les zones de savane et de steppe. Et il en existait deux types. L'élevage du petit bétail. Il se présente comme une activité d'appoint pour les peuples cultivateurs. C'est un élevage domestique réalisé dans le cadre familial avec les volailles, les petits ruminants comme les ovins et les caprins. Nous avons aussi le gros élevage qui portait particulièrement sur l'élevage bovin dans les régions de savane et de steppe. C'est la spécialité des peuples nomades tels que les Peuls en Afrique occidentale et les Maasai en Afrique orientale et australe. La pêche était la principale activité des peuples du littoral tels les Ewe, les Fanté, les Nzima, etc. Quant à la chasse, tous y participaient, armés de javelots, de gourdins, d'arcs et de flèches. Nous avons aussi les activités d'extraction qui acquirent une extrême importance entre 1500 et 1800 en Afrique noire.
Le sel était produit aussi bien par les habitants du littoral que dans les salines sahariennes, notamment celles d'Auril et de Tegaza. De même, l'exploitation aurifère était le domaine réservé à la population des zones forestières de l'intérieur. L'exploitation des gisements de fer était plus assurée par les populations des régions de savane et sahéliennes. Après les activités primaires, voyons maintenant l'industrie artisanale qui était très prospère. Les trouvailles archéologiques montrent que les sociétés africaines en général, et en particulier celles de la côte guinéenne, maîtrisaient parfaitement les arts et les métiers de la poterie, de la gravure et de la sculpture sur bois, sur ivoire et en argile, mais aussi les métiers du tissage, l'orfèvrerie et de la fonte d'objets en bronze, en cuivre et en or. Incontestablement toutefois, c'est dans l'orfèvrerie et la fonte, notamment d'objets en or et en laiton, que les peuples de la côte de la Guinée en général, et notamment les Akans, excellaient tout particulièrement. Les orfèvres utilisaient essentiellement la méthode de la cire perdue pour produire des objets d'une finesse exquise. Les poignées de sabre, les bagues, les chaînes et diadèmes, essentiellement en or et en argent. C'est au XVIIIe siècle que l'art du tissage a atteint chez les Akans et les Ewe sa pleine perfection, ce dont témoignent les tissus multicolores kenté des Akans, aujourd'hui réputés, et les somptueuses étoffes Adanudo des Ewe. La spécialisation classique des tâches a abouti à la formation des castes, les castes des forgerons, des cordonniers, des tisserands, des potiers, des sculpteurs, etc. Terminons l'étude de l'économie par l'analyse des échanges commerciaux intracommunautaires denses. L'Afrique noire comportait un réseau complexe de routes commerciales principales et secondaires. Cette multiplication des routes favorisa l'émergence d'un certain nombre de centres urbains généralement situés le long des grands axes et servaient d'entrepôts, de marchés ou de terminus tels Tombouctou, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Kong, Bouna, Tiassalé, Krenjabo, Koumassi, etc. Les produits commercialisés portaient sur l'or, les noix de cola, les esclaves, le sel, les textiles, etc. Le commerce lointain, tel que le commerce transsaharien, utilisait des monnaies plus importantes comme la poudre d'or. Les échanges courants étaient assurés par un système de troc. Les cauris servaient de monnaie traditionnelle dans la plupart des transactions dans plusieurs régions. Certaines populations utilisaient comme monnaie des objets d'utilisation directe comme les barres de sel, la natte de raffia, les étoffes, le cheval, etc. Après l'étude des structures politiques, de la vie sociale et de l'organisation économique de l'Afrique noire précoloniale, nous allons enfin exposer les pratiques religieuses et culturelles. Présentons dans un premier point l'animisme, la première religion traditionnelle des Noirs. En général, toutes les religions noires reconnaissent un Dieu suprême dont le nom varie d'un peuple à un autre, mais s'adressent rarement à lui. Par contre, les dieux de la nature, les ancêtres et les génies sont souvent invoqués, le Dieu suprême étant très loin des hommes. Dans ces religions traditionnelles, on croit aux forces surnaturelles et on se protège donc avec les fétiches et on adore les éléments de la nature, les cours d'eau, les arbres, les montagnes, les animaux, etc. L'homme parle aux dieux de la nature, aux ancêtres et aux génies à travers la pratique des rites dont le plus important est le sacrifice. Les prêtres et les guérisseurs sont des intermédiaires entre les dieux et les vivants. Au-delà de l'animisme, qui est la première religion traditionnelle des Africains, nous pouvons évoquer aussi l'islam. L'islam, à l'œuvre depuis le 8e siècle au moins, a accentué son influence dans les grands empires du Soudan, depuis celui du Ghana jusqu'à celui de Gao. Cette religion n'a cessé de s'étendre en Afrique subsaharienne de diverses et nombreuses façons, par le biais des commerçants, des hommes de prière et par la violence au besoin. Il y eut certes des obstacles et des résistances à sa pénétration, surtout dans les régions forestières, mais son succès s'explique en partie par le caractère de cette religion
qui s'accommodent bien avec les habitudes des Africains. La polygamie, le divorce, la soumission de la femme, le respect de l'aîné, la solidarité, etc. Aussi, l'islam a été fortement influencé par les pratiques mystiques locales. C'est l'islam noir porté vers le maraboutage, un syncrétisme religieux né de la fusion des pratiques islamiques et des traditions animistes africaines. Après l'étude des pratiques religieuses, terminons cette première vidéo par certains domaines culturels. Évoquons d'abord l'oralité comme principal vecteur de conservation et de transmission du savoir. Les civilisations négro-africaines étaient en général des civilisations de la parole, même si l'écriture était connue depuis le XVIe siècle en Afrique occidentale. La tradition orale africaine ne se limite pas à des contes et légendes ou même à des récits mythiques ou historiques, et les griots ne sont pas les seuls et uniques transmetteurs qualifiés. Les grands dépositaires de cet héritage oral sont ceux que l'on appelle les traditionalistes. Mémoire vivante de l'Afrique, ils sont les meilleurs conservateurs des secrets de la création cosmique et des sciences de la vie. Les traditionalistes, doués en général d'une mémoire prodigieuse, sont souvent aussi des archivistes des événements passés transmis par la tradition ou des événements contemporains. Ils se retrouvent dans toutes les sociétés négro-africaines. Après les traditionalistes, nous avons les griots. On peut les diviser en 3 catégories. Nous avons les griots musiciens qui jouent de tous les instruments de musique, monocorde, guitare, kora, tam-tam, etc. Souvent merveilleux conteurs, ils sont conservateurs et transmetteurs des musiques anciennes en même temps que compositeurs. Nous avons aussi les griots ambassadeurs et courtisans chargés de s'entremettre entre les grandes familles lorsqu'il existe des différends. Ils sont toujours attachés à une famille royale ou noble, parfois à une seule personne. Enfin, nous avons les griots généalogistes, historiens ou poètes, ou les 3 à la fois. Ils sont aussi généralement conteurs et grands voyageurs, et pas forcément attachés à une famille. De nombreux facteurs religieux, magiques ou sociaux concouraient à préserver la fidélité de la transmission orale. Le champ d'action des griots est plus perceptible dans les sociétés mandingues et bambara du Soudan occidental. Après la notion de l'oralité, nous allons terminer sur diverses et dynamiques expressions culturelles. Diverses compétences artistiques et culturelles, chant, musique, danse, art oratoire, etc., sont enseignées et transmises depuis le cercle familial, puis dans les sociétés secrètes ou initiatiques. Elles s'expriment et se perfectionnent dans le temps à travers les cérémonies, funérailles, mariages, danses de masques, rites initiatiques, festivités, cérémoniales royales, etc. Voilà, nous sommes au terme de la première partie de notre vidéo sur les mutations contemporaines de la civilisation négro-africaine. J'espère qu'elle vous a permis de renforcer davantage vos acquis sur cette leçon d'histoire. La prochaine vidéo sur cette leçon sera consacrée à l'analyse des facteurs des mutations et les conséquences de ces dernières sur la société traditionnelle africaine à divers niveaux. N'oubliez pas de nous faire part de vos observations en commentaire. Merci de votre aimable attention et pour ne pas rater la suite en cours de conception, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche. Tous nos cours et tests de connaissances pour le renforcement de vos acquis sont déjà sur notre site web www.clubcdao.com. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour la suite.